Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Rani et ensemble nous allons aborder plusieurs sujets, plusieurs thèmes comme le développement personnel, la motivation, mais encore la psychologie et bien d'autres sujets encore. C'est ma toute première vidéo donc j'espère que ça va vous plaire et du coup pour commencer j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de la détection du mensonge. Simplement parce que c'est un sujet qui touche absolument tout le monde et du coup il est intéressant par exemple pour les enquêteurs de maîtriser le sujet et pouvoir en fait déceler les menteurs et les menteuses. Cependant, il est d'autant plus important de maîtriser du coup la détection du mensonge lorsqu'il est question d'infidélité par exemple. Donc du coup c'est pour cela que je fais cette vidéo avec vous pour pouvoir vous partager quelques petits conseils afin de déceler les petits menteurs et les petites menteuses. Ne perdons pas plus de temps et commençons avec le premier conseil qui est l'intuition. L'intuition, comme vous le savez, c'est ce phénomène qui est assez étrange et qui tout simplement nous aide à faire des choix. Donc sans raison particulière, on va plus être orienté vers une solution plutôt qu'une autre, sans réellement l'expliquer. Il faut savoir également qu'à l'époque déjà, l'intuition était un sujet à débat. Pourquoi ? Par exemple, le psychiatre Carl Gustav Jung, qui est le fondateur de la psychologie analytique, lui, parle de l'intuition, mais dans le sens où il dit que pour reconnaître le monde extérieur, par exemple, il fallait utiliser 4 fonctions psychiques. La sensation, la pensée, le sentiment, mais également l'intuition. Elle va venir apporter des informations complémentaires du coup pour avoir une meilleure perception de notre environnement. Pour donner un exemple scientifique, il y a eu en 1998 deux neurologues connus sous le nom de Antonio Damasio et Antoine Béchara qui simplement travaillaient sur les réactions du système nerveux lors de prise de décision à risque. Donc du coup pour cela ils ont mené une expérience et les résultats étaient assez étonnants, voire assez étranges. Pourquoi ? Tout simplement ils se sont rendus du coup à l'université de l'Iowa aux États-Unis et ils ont pris du coup 16 personnes. Ces 16 personnes-là, du coup, 16 participants-là, ils étaient face à 4 jeux de cartes retournés. Et voilà, ils devaient piocher des cartes, et parmi ces 4 jeux de cartes, il y avait des cartes gagnantes et des cartes perdantes. Cependant, ce qui était assez étonnant, c'était la réaction du système nerveux. Pourquoi ? Par exemple, lorsqu'un participant avait pioché une carte qui était bonne, une carte qui était gagnante, eh bien son système nerveux réagissait, on va dire, de manière normale, ok ? Cependant, quand il était sur le point, donc du coup c'est pas comme s'il avait pioché, non, il était vraiment sur le point de piocher une carte qui était mauvaise, et bien son système nerveux, il s'affolait en fait. C'est comme si il lui envoyait des signaux d'alarme en mode do not touch this card, genre en gros ne touche pas cette carte là, ne la prends pas parce que celle-là elle est mauvaise, elle est perdante. Et donc du coup c'est comme si son esprit était capable de savoir à l'avance si la carte qu'il allait piocher était bonne ou mauvaise. Pour finir, les deux neurologues en ont conclu tout simplement que ce mécanisme qui est inconscient dirige le comportement et qu'il doit être ajouté et reconnu comme nécessaire au raisonnement rationnel. Deuxième point à savoir, ce sont les changements physiologiques. Enfin, changements physiologiques, mais on va appeler ça surtout des indicateurs. Des indicateurs, pourquoi ? Parce que ce sont des indicateurs stress. Et souvent, quand on ment, on stresse énormément. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un comportement qui n'est pas naturel, c'est un comportement qui est faux et donc du coup pour contrer ce comportement faux, notre cerveau va tout simplement nous envoyer comme une sorte d'énergie supplémentaire afin de contrôler tout ça. Du coup c'est cette énergie qui va venir vous faire bouger les jambes quand vous êtes assis par exemple, c'est cette énergie également qui va venir vous faire toucher vos cheveux ou gratter votre nez ou gratter vos yeux, bref, c'est cette énergie là qui va venir tout simplement s'extérioriser sous plusieurs sortes. On a par exemple notre cœur qui bat un peu plus vite, on a la salivation qui est beaucoup moindre, c'est-à-dire que voilà, on a la gorge très sèche. Certaines personnes vont agir de la même manière lorsqu'ils mentent, c'est-à-dire genre ça va être peut-être moins montré tout simplement. Donc du coup il est essentiel de venir et de faire attention à ces mouvements qui sont pas on va dire habituels et qui sont pas normaux. Le troisième point, c'est le concept de la complexité cognitive. Lorsque les personnes mentent, elles vont essayer de garder ce mensonge-là le plus simple possible, tout simplement. Elles vont pas venir et donner énormément de détails. C'est comme par exemple si vous prenez un oignon, vous le coupez en deux,
Et en fait le mensonge ça va être juste les premiers anneaux, en fait le premier voire le deuxième anneau. C'est-à-dire que la personne elle sera capable de vous dire bah voilà j'étais ici à telle heure avec telle personne, voilà. Mais si on rentre davantage dans les détails, eh bien la personne sera incapable de venir et d'expliquer en fait tout simplement ce qu'elle a fait. Ça me rappelle l'histoire du meurtre de Cassie Jo Stoddart. Et en fait ce sont deux de ses amis qui l'ont assassiné sauvagement d'ailleurs, et aux enquêteurs ils ont dit qu'ils étaient allés voir un film ce soir-là. Ok d'accord, c'est une chose. On a aussi le témoignage de leur ami Matt et qui leur a dit voilà ils étaient venus à la maison mais c'est vrai ils sont partis voir un film du coup au cinéma. Donc ça pouvait tenir entre guillemets. Cependant quand les enquêteurs, quand ils leur ont posé la question tout simplement de savoir ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils ont regardé, pourquoi ils ont regardé ce film-là, quelle était par exemple la scène de film qu'ils ont le plus aimé, tout ça, bref. Quand ils sont rentrés davantage dans les détails, ils ont été incapables de leur fournir du coup des réponses. Donc du coup, par rapport à ça, ils se sont dit non, ça tient pas la route et bon bref voilà. Ce qu'il faut retenir dans ce troisième tip, c'est qu'il faut vraiment essayer d'avoir des réponses les plus détaillées. Donc du coup de poser des questions de sorte à ce que la personne en fait puisse donner des détails tout simplement de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait. Quatrième point, ça va être l'immobilité. Alors oui, je vous avais parlé tout à l'heure des changements physiologiques, des indicateurs physiologiques, du fait que la personne allait être en agitation motrice. Cependant, il y a également l'immobilité qui est un facteur et un indicateur à prendre en considération. Donc comme je vous l'avais dit, on réagit tous plus ou moins différemment au stress. Donc du coup voilà, comme il y aura des personnes qui vont être dans l'extériorisation, d'autres qui vont être dans la canalisation. Cette personne-là, au lieu du coup d'extérioriser physiquement cette énergie-là, en fait, elle va l'extérioriser de manière verbale. On va venir analyser le facteur verbal et le facteur non linguistique. Qu'est-ce que j'entends par le verbal? Tout simplement, c'est ce que la personne va nous dire. Soyez très attentifs aux mots employés, parce que les mots employés tout simplement définissent la pensée même de la personne. Donc du coup, elle peut utiliser un mot plutôt qu'un autre. Donc pourquoi est-ce qu'elle a utilisé ce mot-là? Deuxième point, ça va être le non linguistique. Ça va être un indicateur pour les personnes que l'on connaît. Quand elles mentent, elles ont tendance à avoir une voix plutôt grave, ou avoir une voix plutôt aiguë, ou à parler beaucoup plus vite, ou beaucoup plus lentement. On connaît sa voix, donc du coup c'est pour ça que voilà, c'est important à savoir de base, entre guillemets, comment se comporte la personne. Cinquième point essentiel à savoir, c'est que la personne quand elle ment, elle cherche à convaincre la victime. Donc c'est vraiment son but essentiel. Par exemple, une personne qui énonce une information, elle n'a pas besoin de vraiment être sûre de convaincre la personne. Elle le dit, c'est comme ça et pas autrement. Cependant, la personne, quand elle ment, elle cherche à convaincre. On a l'exemple basique, voire classique en fait, du président Clinton qui, à l'époque, avait été accusé d'avoir eu une relation sexuelle avec l'une de ses stagiaires, Monica Lewinsky, au sein même de la Maison Blanche. Donc du coup, bim, ça a fait polémique. Mais les deux ont nié catégoriquement du coup cette relation-là. Cependant, lors du discours du président Clinton, il y a eu en fait assez d'indicateurs pour venir nous mettre la puce à l'oreille. Pourquoi ? Par exemple, lorsqu'il évoque publiquement à la télé américaine qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec cette femme, il dit « Je veux dire quelque chose au peuple américain, je veux que vous m'écoutiez, je veux le dire et le redire. » But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Donc en gros, il aura eu besoin de 3 déclarations afin de dire son information, au lieu tout simplement de l'énoncer. En fait, quand vous dites quelque chose, vous n'avez pas besoin de passer par X chemin pour déclarer une information. Le dernier point à savoir, c'est la source monitoring. Alors qu'est-ce que c'est que la source monitoring? Tout simplement, ça a été mis en place et ça a été proposé par Johnson et Ray en 1981. Et c'est une méthode d'évaluation de la crédibilité d'un témoignage. Et cette technique-là, du coup, elle postule qu'un individu va attribuer du coup un souvenir à un événement soit réellement vécu, donc du coup à une source externe, soit à son imagination, donc à une source interne. C'est-à-dire que les événements réellement vécus vont être issus des processus perceptifs, donc ils vont avoir logiquement davantage de détails et d'informations
perceptives comme des détails sonores, comme des détails visuels, mais également des informations affectives. Cependant, les souvenirs imaginés, quant à eux, devraient contenir davantage d'informations et des opérations dites cognitives, c'est-à-dire ça va être du style les pensées, du style les raisonnements, et en fait ça va venir tout simplement rendre le récit beaucoup plus vague et beaucoup moins concret en fait. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été intéressante pour vous. En tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces petits tips avec vous. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse vous abonner bien évidemment, à partager, liker, tout ci tout ça, tutti quanti. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Aïe! C'était Ronnie avec vous. Live your dreams, love your life.